Comment représenter la croissance économique? Pour analyser les origines de la croissance, les économistes ont conçu différents modèles explicatifs. Le premier d'entre eux est la fonction de production, ou modèle de la croissance exogène. Pour résumer les relations entre production et facteurs de production, l'économiste américain Robert Solow a proposé en 1956 un modèle simple dérivé des mathématiques, la fonction de production. Tout comme vous connaissez les fonctions en mathématiques du type y égale f de x, ici, la production obtenue, P, va être fonction de trois facteurs. Le travail, noté L comme labor en anglais, le capital, noté K, et un troisième facteur résiduel, la productivité globale des facteurs ou progrès technique noté A. Le processus de croissance peut donc se résumer à P égale F de L K A. Dans ce modèle, le progrès technique ainsi que la croissance sont considérés comme exogènes, c'est-à-dire résultant de données extérieures à l'activité économique telles que les connaissances scientifiques. D'une certaine manière, le progrès technique est comme tombé du ciel. Cette fonction de production permet de distinguer deux grandes origines de la croissance économique. Si elle provient essentiellement d'une augmentation des quantités de facteurs utilisés, L et K, on parle de croissance extensive. Si elle provient essentiellement d'une amélioration de la productivité globale, A, ou du progrès technique, on parle de croissance intensive. La croissance peut être également représentée comme un phénomène cumulatif et auto-entretenu. C'est l'objet des théories de la croissance endogène. Dans les années 1980, des économistes américains, Paul Romer, Robert Lucas et Robert Barrow, ont proposé une autre manière de représenter la croissance économique et ses sources. Pour eux, le progrès technique et la croissance ne sont pas exogènes, c'est-à-dire déterminés en dehors de la sphère économique, mais plutôt endogènes, c'est-à-dire prenant naissance à l'intérieur même de l'économie. On parle alors de théorie de la croissance endogène. Les théories de la croissance endogène s'efforcent de montrer que la croissance économique, une fois amorcée par des investissements judicieux réalisés par les agents économiques dans les différentes formes de capital, est en mesure de s'auto-alimenter. La croissance s'engendre elle-même au cours du temps par l'intermédiaire de l'accumulation du capital et du progrès technique qu'elle entraîne. Ces différents investissements, en capital humain, technologique ou public, sont générateurs de progrès techniques et surtout d'externalités positives. Celles-ci désignent les conséquences positives de l'activité économique d'un acteur économique sur au moins un autre acteur sans qu'il y ait eu échange marchand ou signature d'un contrat entre eux. Les investissements réalisés profitent ainsi à tous les agents économiques sous forme de connaissances supplémentaires facilement accessibles. Par exemple, l'innovation de l'un stimule celle des autres, ce qui les incite à produire plus sans coût trop élevé. La croissance engendre alors des revenus supplémentaires qui permettent de financer une nouvelle accumulation du capital et de prolonger le cercle vertueux d'innovation et d'enrichissement. Le capital peut prendre plusieurs formes. Tout d'abord, il y a le capital humain, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et au-delà, toutes les dispositions du travailleur qui lui donnent une certaine efficacité dans la production. En accumulant du capital humain, une économie augmente la capacité des travailleurs à créer une valeur ajoutée plus élevée et donc à effectuer des gains de productivité du travail. De plus, le capital humain permet d'innover en s'adaptant mieux aux changements technologiques. Le stock de capital humain dans un pays augmente grâce aux dépenses d'éducation et de formation. Cependant, il peut aussi résulter de l'expérience acquise par les travailleurs en produisant. Il s'agit alors de l'apprentissage par la pratique. Il existe aussi le capital technologique des entreprises. On parle de capital privé.
Il va s'accumuler grâce aux dépenses de recherche et de développement, qui sont un investissement immatériel, des entreprises ou de l'État. Elle contribue au progrès technique en améliorant les processus de production ou en proposant des biens et des services nouveaux. Enfin, il existe également un capital détenu par l'État ou les pouvoirs publics, c'est donc le capital public. Celui-ci se présente principalement sous forme d'infrastructures, par exemple des infrastructures de communication ou de télécommunication.